Bon, eh bien, ce sujet de la guerre d'Algérie n'est pas sans importance, ni même, bien entendu, mais il n'est pas non plus sans actualité, car vous n'ignorez pas qu'il y a toute une campagne depuis déjà plusieurs années qui tente à culpabiliser la France d'une manière générale, le peuple français d'une manière encore plus générale à propos de l'époque de la colonisation, à propos de la façon dont la guerre d'Algérie s'est déroulée, à propos du rôle de l'armée française au cours de cette guerre d'Algérie. On m'a demandé de venir pour parler avec vous du problème des harkis. Alors je pense qu'il s'agit de parler plus exactement de la façon dont la guerre d'Algérie s'est terminée. Et je pense que si l'on peut compter effectivement le drame des harkis au passif de la politique du général de Gaulle, telle qu'elle s'est déroulée et telle qu'elle a mis fin à la guerre d'Algérie, il ne faut pas oublier aussi les problèmes qui sont ceux des pieds noirs, et en particulier le fait que la fin de la guerre d'Algérie s'est produite dans des conditions qui étaient tout à fait dramatiques, parfois même lamentables, et qui se sont soldées également par l'enlèvement et la disparition de nombreux civils européens. J'ai ici un document que je peux éventuellement vous montrer qui fait ressortir que jusqu'au 19 mars, jusqu'aux accords, oui, les accords, si on peut dire, d'Évian, le nombre de civils européens enlevés par le FLN tournait autour d'environ 800 personnes. Après la période qui suit le 19 mars 1962, on constate que le nombre des civils européens enlevés par le FLN, et dont une bonne majorité est toujours portée disparue, s'élève à plus de 4000. Nous avons donc, je laisse de côté également le problème des militaires enlevés par le FLN après le 19 mars, qui est un problème en soi. Ceci pour dire, et je vous laisse la parole, que la manière dont la guerre d'Algérie s'est terminée a été extrêmement coûteuse, et ceci explique en partie les rancœurs qui subsistent aujourd'hui aussi bien dans le milieu des harkis que dans celui des Français d'Algérie. Alors je suis d'accord pour dire que la question d'Algérie, la guerre d'Algérie et l'Algérie ont une grande importance, ne serait-ce que parce que la question sera sans cesse d'actualité. La question méditerranéenne, dont la France est la principale puissance riveraine, est toujours une préoccupation importante pour la France, pour sa politique et pour les Français. Et l'Algérie tout particulièrement. Et tout particulièrement dans cette période-là. Notamment au regard de la question de l'immigration, par exemple. Bon. Donc il n'est pas du tout question de nier l'importance de la question algérienne et de la façon dont, en effet, la guerre d'Algérie s'est achevée par des accords. D'ailleurs, elle ne s'est pas achevée à ce moment-là, par les accords de mars 62, en effet, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et je suis même d'accord avec vous pour dire qu'il ne s'agit pas vraiment d'accord. Vous avez utilisé le mot avec une petite précaution, et je comprends tout à fait cette précaution. D'ailleurs, je tiens à vous dire que vous connaissez fort bien cette question, j'ai donc une certaine révérence à formuler d'emblée. Vous connaissez très bien la question, je la connais moi sous l'angle de travaux que j'ai fait que je fais actuellement d'ailleurs sur le général de Gaulle. Je veux bien croire que tout n'est pas irréprochable, notamment ces hésitations dans la séquence algérienne.
Simplement, ceux qui l'attaquent oublient quand même quelques points de détail qui, comme toujours, le diable est dans les détails, ont tout changé. Je crois en gros, mais on va peut-être développer ça dans la conversation, que si culpabilité il y a, elle est partagée. Le gouvernement français a été engagé, très mal d'ailleurs, sous la 4ème République, dans une guerre qu'il a menée sans la mener, avec mauvaise conscience, en faisant des choses qu'il ne faut pas faire. Le général de Gaulle en a pris la suite, il a tergiversé, on peut le lui reprocher. La responsabilité des plénipotentiaires, comme il disait pompeusement algériens, est très lourde aussi, très lourde, car aucune parole, c'est pour ça qu'on peut discuter le terme d'accord, n'a été respecté, même pas les textes. La responsabilité aussi de la situation de fait qui a été créée par l'implantation sur une terre étrangère, car l'Algérie n'est pas une terre française, de colons, ce qui n'est pas d'ailleurs imputable, je voudrais y revenir là-dessus, si vous voulez bien, pas tant imputable aux deux derniers de nos rois, Charles X et Louis-Philippe, mais beaucoup plus à la Troisième République, qui a été assez aveugle. Donc une situation faite a été créée, il faut bien le dire, et il y a beaucoup d'acteurs dans ce jeu-là. Je voudrais qu'on démêle le rôle des uns et des autres au cours de cette conversation, si vous voulez bien. Certes, on peut remonter aux origines de l'Algérie française, mais je ne voudrais pas, excusez-moi, mais je ne voudrais pas élargir le sujet. C'est la question. Parce que je me suis préparé à parler de la fin de la guerre d'Algérie, du problème des harkis. Mais enfin, j'admets que certaines incursions dans le passé sont nécessaires. Je voudrais cependant préciser ma pensée, et c'est vrai que vous avez remarqué tout à l'heure que j'ai hésité à parler d'accord. Bon. Nous sommes d'accord, ce ne sont pas des accords. Il y a un accord, il y a une certaine forme d'accord à Évian, puisque ne serait-ce que l'accord de cessez-le-feu. Mais le reste se présente, d'ailleurs ça ne s'appelle pas accord d'Évian, ça s'appelle déclaration gouvernementale. Et donc par conséquent, il est vrai que ça ne se présente pas comme des accords au sens diplomatique du terme. Et je tiens cependant à souligner une chose qui est importante, j'ai même apporté ici la photocopie que je peux éventuellement vous montrer. Ce qui est quand même très important, c'est que les représentants de la délégation du FLN, et notamment son chef, Karim Belkacem, a signé le document d'Évian. Ce document, il a été paraphé par Karim Belkacem et signé en bonne et due forme et paraphé de différentes pages. Donc par conséquent, le FLN a une lourde responsabilité dans ce qui s'est passé après. Et je vais discuter, si vous le voulez, de la question des origines de l'Algérie française après. Mais ce que je voulais dire, c'est que il est vrai que les accords d'Évian n'ont pas été respectés. D'ailleurs, que s'est-il passé? Je l'explique dans mon livre. L'encre était à peine sèche, c'est-à-dire un mois après. La signature à Évian est le 18 mars, la proclamation le 19. Or, moins d'un mois après, c'est-à-dire le 17 avril, le FLN lance une campagne d'enlèvement dans le milieu des Européens d'Algérie, à Oran, Alger, dans la Mitidja, dans la campagne oranienne. Et ces enlèvements vont tout de suite porter sur des milliers de personnes. Il y a là quelque chose d'extrêmement grave. Comme j'ai consulté les archives militaires à Vincennes, quand j'ai écrit ce livre, qui était le premier en quelque sorte que j'ai écrit, et qui résulte d'une thèse que j'ai faite avec le professeur Dreyfus, j'ai montré que le FLN avait violé les accords d'Évian d'une manière délibérée, parce que le même jour, sur l'étendue à la fois de l'Algérois et de l'Oranie, débutent ces enlèvements. C'est donc quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est quelque chose, les archives militaires le montrent, les archives en général, dont le gouvernement français était parfaitement informé.
On peut donc Ah oui, penser... donc ça c'est incontestable. Ça, c'est On vrai. peut donc penser que pour des raisons que vraisemblablement ils estimaient se confondre avec la raison d'État, les gouvernants de l'époque ont fermé les yeux, ou tout au moins... Et c'est aussi incontestable. Excusez-moi de vous avoir coupé. Pas du tout. Je vous coupe. Mais là, nous sommes d'accord. La façon dont vous présentez les choses est, à mon avis, très lucide. Je crois que ça s'est passé comme ça. Et il y a eu, et la préoccupation n'était pas absente pour le lui reprocher, moi je ne lui reproche pas, de manière générale, la préoccupation appelée aujourd'hui raison d'État était très présente dans l'esprit du général de Gaulle à plusieurs tournants de sa vie. Et là, il y a eu une raison d'État. Je crois qu'il s'est dit, après ces fameux accords qui n'en étaient pas, cette déclaration paraphée avec 50 000 arrière-pensées, c'est-à-dire de façon très coupable par Belkacem, protéger la population française, qui était française, protéger les harkis qui servaient la France, dans laquelle nous avions des responsabilités et des devoirs, et maintenant des dettes d'ailleurs. C'était quand même prendre le risque de reprendre les hostilités, c'est-à-dire de prolonger sans fin une situation qui était dommageable pour la France. Songez, il faut vraiment songer à ça. Je sais ce que vous allez penser, vous allez dire, il voit le poisson. Et non, parce que je me mets à la place du général de Gaulle, excusez-moi, en 62. Il était impatient de régler une question qui ne l'était pas, c'est-à-dire la supranationalité européenne. Il voulait y substituer l'entente franco-allemande. Or, l'Allemagne profitait de la faiblesse française. Et d'ailleurs, elle était aussi un acteur du drame, car elle a favorisé les ennemis de la France. Le général voulait régler la question européenne en trouvant un équilibre européen favorable à la France qui se substituait aux anciennes folies de la supranationalité type Monnet, des années qui ont précédé la Ve République. Il voulait mener une politique de puissance, notamment vis-à-vis des États-Unis. Il voulait renouer des rapports ô combien distendus par les errements de la Quatrième République et aussi par la faiblesse française qui avait été si sèchement battue en 1940, des rapports avec le reste du monde. C'est ce que vous appelez à l'instant, et c'est ce que j'appelle la raison d'État. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas être content de ce que je vous dis, mais il y avait plus important que ça. Et c'est le drame pour ceux qui étaient là. C'est que dans l'esprit du chef de l'État, du président de la République française en train d'être reprise en main à l'intérieur comme dans sa politique traditionnelle dans le monde, en Europe, dans le monde et dans les États-Unis, il y avait plus grave. Et il fallait tourner cette page. Et donc il a fallu fermer les yeux. Ils ont fermé les yeux, tout en sachant ce qu'il y avait derrière les yeux. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas au courant. Mais prendre la responsabilité, cher monsieur, de protéger, c'est-à-dire par les armes, les Français et les harkis, c'était prolonger sans fin cette guerre si dommageable pour la France. Voilà. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose, mais je comprends ce qui s'est passé dans la tête du général de Gaulle. Et s'il y a quelque chose à lui reprocher, c'est peut-être avant. C'est la duplicité, la terrible duplicité des premiers mois ou même des premiers jours qui ont suivi son arrivée au pouvoir. Là, oui. Et puis ensuite ses hésitations. Il ne voulait pas lâcher le chien, au fond. Et il savait que c'était nécessaire. C'est dramatique pour lui aussi, de certaine façon. Mais enfin, il en a résulté des promesses non tenues, des hésitations, des espérances qui ne pouvaient qu'être déçues. Et ça, c'est en effet très critiquable. Mais sur 62 et sur l'impératif de raison d'État, là, je le comprends. Oui, alors vous comprenez, mais vous comprendrez aussi que certains, pas seulement des historiens, le retiennent contre lui. Parce que vous dites, je trouve quand même que vous faites bon marché et des harkis et des pieds noirs. Parce que vous dites, il aurait fallu reprendre la guerre. Non. N'oublions pas en effet un certain nombre de directives qui sont accablantes pour les autorités de l'époque. Quand on envoie dans
dans les chaînes de commandement militaires des directives demandant de ne rien faire pour rapatrier les harkis, lorsqu'on, à plusieurs reprises, pas seulement une fois au mois de mai, M. Jox, mais à plusieurs reprises, les responsables militaires demandent qu'on n'aille pas rechercher les harkis dans les villages où ils peuvent être en danger. Il y a là une... Disons que l'honneur est sacrifié. Et, quel honneur? Ben, l'honneur français, l'honneur militaire, parce qu'on ne laisse pas les combattants sur le terrain, on ne les laisse pas tomber dans les mains de l'ennemi sans chercher à les sauver. Or, c'est ce qui s'est passé. Les directives étaient: n'allez pas les chercher, faites en sorte que ceux qui sont dans les camps, eh bien, on n'en accueille pas d'autres. Enfin, je donne toute une série de directives qui s'échelonnent, nous apprenons tout l'été 1962. Cet abandon est un abandon, si vous voulez, qui ne résulte pas d'une négligence. D'ailleurs, c'est vous qui parlez de duplicité. Il ne s'agit pas d'une négligence, il s'agit d'une véritable politique qui se répète, avec des directives qui sont toujours dans le même sens. Et lorsqu'au mois de novembre, toute la presse française commence à se faire l'écho du massacre de harkis plus ou moins systématique, et sur toute l'étendue du territoire algérien, des directives militaires viennent encore rappeler que les capacités d'accueil de la métropole sont saturées, ce qui est extravagant compte tenu de ce que nous savons. De sorte que tout ceci pour dire, cher monsieur, je comprends les exigences qui, aux yeux du général de Gaulle, étaient primordiales, à savoir l'Europe, la balance entre les deux grands, enfin, etc., etc. Tout cela avait son importance, mais ceci n'explique pas une négligence, même parfois un mépris. Le livre de Perfit, ici, nous montre un de Gaulle le 5 juillet 1962. Des centaines d'Européens sont massacrés à Oran par des gens, des civils, des gens du FLN, des militaires, des civils armés, etc., etc. Donc ce massacre concerne plusieurs centaines de personnes. C'est monstrueux. Les choses ne se passent pas du tout comme il était prévu qu'elles se passent au terme des accords d'Évian. Christian Fouché disait quelque temps après: tout rentre dans l'ordre en Oranie. Et là-dessus, il y a un massacre de plusieurs centaines de personnes. Or, si vous lisez le livre de Perfit, vous verrez qu'à la réunion du Conseil des ministres qui suit, le général de Gaulle dit textuellement ceci: en Algérie, à part quelques enlèvements, tout se passe bien. C'est ahurissant. Il n'y a pas seulement une duplicité, il y a aussi une indifférence. Et quelque chose qui n'est pas acceptable, si vous voulez, d'un point de vue moral. Ça me fait penser à la phrase de Saint Paul, n'est-ce pas? Ne faites pas le mal pour produire un bien. C'est inacceptable d'un point de vue moral. Et ce qui est inacceptable d'un point de vue moral peut être acceptable et même nécessaire d'un point de vue politique. Oh là là. Oh là. Écoutez, je vous laisse la responsabilité de ça. Ah, c'est la politique. Et nous sommes ici dans une question politique, pas une question morale. D'autant que je le répète, s'il y a tort, ils sont infiniment partagés et depuis plus d'un siècle. Mais j'incriminerai beaucoup la politique coloniale. Moi, je suis assez anticolonialiste, pour tout vous dire. Je pense que vous n'êtes pas le seul. Il y a toujours eu un parti anticolonial en France. Le général de Gaulle était plutôt dans le parti anticolonial. Il l'avait montré d'ailleurs au cours du premier séjour qu'il avait fait dans un pays arabe à la fin des années 20 à Beyrouth. Il répétait, mais ça c'est tout à fait dans sa conception du monde, il répétait que jamais les Arabes seraient assimilables, que les civilisations étaient trop différentes pour se concilier. D'ailleurs, je persiste à le penser. Sa représentation du monde, vous savez, c'était un essentialiste d'une certaine façon. La France était la France, le monde arabe était le monde arabe, l'Allemagne était l'Allemagne, la Chine était la Chine éternelle, etc. Et un monde en ordre, c'était un monde qui comptait, eh bien,
l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, il l'a dit à propos de l'Europe. Et on pourrait dire le Japon avec ses Japonais, la Chine avec ses Chinois, les Mexicains, le Mexique avec ses Mexicains, chacun chez soi en somme. Et c'est ainsi d'ailleurs que le monde est intéressant. La diversité, elle ne doit pas être lue à l'échelle d'une seule nation. Nous la ressort aujourd'hui la diversité. La diversité, c'est la diaprure du monde, c'est la diversité des civilisations du monde, ce qui suppose qu'elle ne se mélange pas. Le général de Gaulle, essentialiste et catholicien comme il était, n'aimait pas les mélanges. Voilà. Et je ne pense pas qu'il eût approuvé la colonisation, quand bien même s'explique-t-elle par l'histoire de France et une sorte de compétition dans laquelle la France a été lancée, notamment avec l'Angleterre. C'est le drame de l'histoire et c'est le drame de la politique où la morale ne retrouve pas toujours ses petits. Je vous reprendrai simplement sur un point, sur l'honneur militaire, l'honneur du soldat, me semble-t-il, c'est celui de servir et d'obéir à son commandement. Ça n'est pas de se transformer en on ne sait quel Kouchner avant la lettre, consistant à aller sauver les populations en détresse à travers l'univers. L'honneur du soldat, c'est d'obéir. Beaucoup ne l'ont pas fait. Alors, il ferait mieux de ne pas ramener la question de l'honneur parce qu'elle n'est pas tout à fait à leur honneur, justement. Quelquefois aussi généreux soit-il, parce qu'ils ont écouté leur cœur plus que leur raison. Bon, c'est pas mal d'écouter son cœur, mais c'est pas le domaine. Et c'est pas le domaine militaire. Un soldat n'écoute pas son cœur, il écoute son esprit, il obéit. Et je voudrais vous poser pour finir une question, notre cours. Je pourrais vous la poser depuis le début. Qu'auriez-vous fait en 1962, mettons, avant les supposés accords d'Évian? Qu'auriez-vous fait? Vous êtes le général de Gaulle, je suis désolé de vous mettre dans cette position inconfortable dans votre esprit, oui. Mais qu'auriez-vous fait? Je vais vous répondre d'abord. Je vais d'abord vous répondre sur la question de l'honneur. Et vous verrez que c'est la raison pour laquelle je pense que, d'après ce que vous dites, vous considérez le général de Gaulle comme un grand homme. Vous allez comprendre que je ne fais pas grand cas de votre grand homme. Et parce que ce que vous dites là, je le trouve absolument inadmissible. Parce que vous confondez les choses, vous les mélangez. Peut-être, alors je ne vous dirai pas que vous noyez le poisson, mais enfin vous avez une certaine tendance, cher monsieur, à remonter, enfin, à nous écarter du sujet tel qu'il est. Moi, nous parlons d'honneur. Vous me dites l'honneur des militaires, c'est de servir. Mais c'est ce qui s'est passé en Algérie. Mais pour beaucoup, la plupart des militaires ont servi, ils ont servi jusqu'au bout. Au sens d'obéir. Ils ont obéi à la politique gaulliste. Tellement vous ne pouvez pas demander, c'est ça qui est dramatique, vous ne pouvez pas demander à des militaires de mourir pour défendre un territoire, pour défendre des gens qui sont menacés par le terrorisme. Vous ne pouvez pas leur dire de risquer. Les militaires le font, c'est leur travail, c'est leur vocation. Ils le font, de mourir pour défendre la patrie, ils le font pour défendre la liberté. Mais vous ne pouvez pas leur dire de mourir pour une politique qui change à 360 degrés. Il faut bien comprendre qu'il y a des militaires qui ont lutté contre le FLN en s'appuyant sur les populations locales, aussi bien musulmanes que pieds noirs, et qui tout d'un coup, la politique du général ayant changé, on a demandé de s'appuyer sur le FLN contre les pieds noirs et contre une partie des musulmans qui avaient suivi la France. On ne peut pas demander à des militaires de mourir tantôt en se battant contre le FLN et tantôt de mourir en étant allié du FLN. Il y a des choses qu'un militaire ne peut pas ni comprendre ni accepter. Et c'est pour ça que je dis que l'honneur, en l'occurrence, on n'abandonne pas des compagnons de lutte, on n'abandonne pas des camarades de combat. Les harkis étaient des camarades de combat de l'armée française. On les a laissés sur le terrain en sachant parfaitement qu'ils couraient les plus grands risques. Or, ça s'est matérialisé. Les harkis étaient mentionnés dans les fameux accords. Non, vous trompez. Tricot, par exemple, Bernard Tricot. Je vous coupe, je ne sais pas si j'ai le droit. Enfin, je reprendrai tout à l'heure. Finissez. Tricot, par exemple,
assure qu'à Évian, la question des harkis a été posée et que les supposés plénipotentiaires, parce que le nom de qui parlait-il d'ailleurs, une organisation, mais avec qui traiter, une organisation militaire, les plénipotentiaires avaient assuré que les harkis auraient le choix des armées et ou venir en France. C'était une assurance orale donnée à la délégation française dirigée par Bernard Picot. Vous ne répondez pas tout à fait à la question que je vous pose, qu'auriez-vous fait? Bon, mais je vois bien, vous avez un côté un peu, je vais dire 68 ans, vous avez trouvé ça un peu polémique, mais vous faites passer la raison individuelle et la raison du cœur, et vous appelez ça l'honneur, avant la raison politique, avant les nécessités de l'État. Bon, je sais que c'est dans la culture d'aujourd'hui, alors on s'apitoie. Bon, apitoyons-nous. Mais quand même, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et il commandait, encore une fois, il n'y a rien d'autre à dire en termes politiques, il commandait que l'on ne reprenne pas les armes pour aller dans les villages, pour protéger les gens qui étaient en danger. C'était une... Donc il fallait les laisser se faire massacrer. C'était une erreur politique de reprendre la guerre. C'était une grave erreur politique. Mais c'est vous qui il y avait eu assez reprendre de... la guerre. Il fallait reprendre la guerre. Il s'agissait de les faire monter sur des bateaux et de les sauver. Oui, mais Manu Militari, de les faire monter sur les bateaux. Vous savez, quand on est au fin fond d'un village algérien, aller chercher des harkis, ça supposait de reprendre les armes, de s'exposer à de nouvelles escarmouches, c'est-à-dire de proche en proche, reprendre les hostilités. Et je dois dire d'ailleurs, je crois que vous connaissez mal ce qui s'est passé. Non, vous ne pouvez pas aller chercher des gens comme ça, alors que vous avez dit on cesse le feu, on dépose les armes, comme ça, avec des avions, des hélicoptères, des camions, et puis tout le monde rentre. Ça n'était pas possible. Et encore une fois, ça supposait... On l'a fait pour certains. À cette échelle. Ça supposait de reprendre les hostilités, ça supposait que la question algérienne n'était pas réglée, qu'elle serait sans cesse remise sur le tapis, et ça supposait que la France était paralysée. Alors, vous ne me répondez pas, vous ne me dites pas ce que vous avez fait. Vous auriez, au fond, fait une vaste opération humanitaire consistant à aller chercher tout le monde et à rapatrier tout le monde en quelques semaines. Je vous répète que c'était noble, mais ça n'était pas possible. Et puis le général, je dois vous dire, c'est pas nécessairement mon avis, mais je répète, vous ne l'aimez pas du tout, le général de Gaulle, je vois bien, bon, vous n'êtes pas le seul. La question n'est pas là, c'est sa politique que je n'aime pas. De tous les côtés, il y a eu toujours un antigaullisme, même avant 40. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Si, c'est un personnage qui a suscité des haines terribles, si. Mais représentez-vous bien que le général de Gaulle voulait que chacun vive chez soi. Voilà. Et qu'il n'était peut-être pas non plus tout à fait réjoui à l'idée que viennent en France des millions de personnes. Des millions. Oui, exagéré. En comptant les rapatriés qu'il fallait rapatrier, un afflux de population nouvelle, ou alors on fallait jouer l'assimilation, mais ça n'entrait pas du tout mais dans ce cadre. Vous n'oubliez qu'une chose, cher monsieur, c'est que ces gens-là étaient des Français. Ils étaient des Français, bien sûr. Et je vous rappelle qu'au terme du statut de 1947, tous les habitants de l'Algérie étaient des citoyens français. Bon, peu importe. Pas peu importe. Mais là, vous avez dit quand même quelque chose que je trouve gravissime, à savoir que des intérêts politiques supérieurs justifieraient en quelque sorte que l'on abandonne des gens aux griffes du FLN, qu'on abandonne des gens à la dictature, sachant parfaitement qu'ils vont être massacrés. Ils abandonnent, c'est gravissime. Vous me dites qu'il y avait eu des accords à Évian au sujet des harkis. Non. Vous êtes Verbaux, j'ai pas cité. Oui, alors vous êtes justement, il faut bien le dire, dans les 10 accords d'Évian, il n'y a rien concernant les harkis. Parce que le FLN n'a jamais voulu accepter que ça figure dans le texte. Ils ont simplement promis, le FLN a promis qu'il n'y aurait pas de représailles, la belle affaire. Qui pouvait croire à une promesse pareille? Vous le dites vous-même, c'est tout à fait verbal. Donc, compte tenu de ce qu'était le FLN, compte tenu de ce qu'il avait fait dans les années qui avaient précédé, il était tout à fait, compte tenu par exemple du massacre de Mélouza en 1957, où il avait rayé de la carte
un visage messaliste, un village, pardon, messaliste, il était tout à fait probable que les mêmes choses allaient se reproduire, et elles se sont reproduites. Je trouve que vous faites un petit peu bon marché de la morale la plus ordinaire. Bon, moi, mais la morale ordinaire n'a rien à voir avec cette affaire. Si, parce que moi, je suis chrétien et je n'admets pas qu'on jette des compatriotes aux bêtes en disant, bon, bah, l'intérêt supérieur de je sais pas quoi. D'ailleurs, qui définit l'intérêt supérieur? C'est le général de Gaulle, avec ses obsessions et ses lubies que nous connaissons bien. Alors, enfin, c'est lui. Il y avait des référendums, il y a eu des élections, il n'est pas arrivé comme ça en parachute. Cher monsieur, j'ai un certain respect pour vous, ne serait-ce que parce que vous avez sur le plan du souverainisme des positions qui sont pas mal. Mais alors, vous me dites des choses qui me font bondir. Qui a défini un référendum? Mais la belle affaire, une ânerie. Elle est approuvée à 90%, ne cesse pas d'être une ânerie. J'entends ça à propos du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Et je vais plus loin. La parole du peuple, c'est la parole du peuple. Je m'en fous de la parole du peuple. Une crapulerie est une crapulerie. Et là, en ce qui concerne la politique, moi je suis désolé, elle doit être basée sur la morale et pas sur des considérations politiques qui évidemment se suffisent à elles-mêmes. Non, là, je crois que non, nous ne pouvons jamais être d'accord sur ce point. Ah là non, voilà. En effet, là non. Là non. Je n'ai rien. C'est un pis d'ailleurs. Et je crois que le général de Gaulle a dû se poser la question. Mais en matière politique, je dis bien en matière politique, je ne mets rien au-dessus des intérêts de la nation et de l'État. Il y a au-dessus de la politique et au-dessus des hommes politiques, il y a Dieu, et pour nous, dans notre civilisation, il y a le Christ, il y a la fraternité, et par conséquent, j'ai eu la surprise un jour de lire un article, je ne sais pas, une conférence. Je préfère oublier le nom de la personne qui a fait cette conférence, qui s'intitulait « Le général de Gaulle, chef d'État chrétien ». Écoutez, très franchement, ce que vous venez de dire me confirme dans mon idée qu'il était très peu chrétien, et je suis au regret de constater qu'il a agi conformément à ce que je viens de dire. Et c'est bien regrettable, parce qu'il y a des hommes qui ont perdu leur vie, alors qu'on pouvait, avec un peu de bonne volonté, avec un peu moins de raideur, avec un peu plus de fraternité, avec un peu plus de charité, je pense qu'on pouvait en sauver un grand nombre, un très grand nombre. Vous voulez à tout prix que ceci ait eu comme conséquence que la guerre reprenne en Algérie. Je ne pense pas, je pense que la France avait des moyens considérables et que sans faire reprendre les opérations militaires, on pouvait facilement retrouver les pieds noirs disparus et sauver un grand nombre de harkis. Mais il y a plus grave que ça. Aujourd'hui, nous sommes 50 ans après. Alors comment se fait-il qu'il soit encore 50 ans après, si difficile de faire reconnaître ce drame des harkis, ces massacres qu'ils ont subis? Pourquoi est-il si difficile de faire reconnaître les épreuves des pieds noirs, le fait que nous avons environ 2000 de nos compatriotes qui ont été enlevés après le 19 mars et que l'on n'a jamais retrouvés? Donc on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Enfin, il y a de grandes chances, 50 ans après évidemment, qu'ils soient tous morts, mais certains peut-être ne sont pas morts tout de suite. Certains ont dû être captifs un certain temps. Comment se fait-il qu'il soit si difficile de faire reconnaître ce problème? Et comment se fait-il que les mêmes qui ont autrefois été des turiféraires de la colonisation viennent aujourd'hui nous dire que la colonisation était une abomination? Et comment se fait-il que nous soyons devant des campagnes récurrentes en politique tendant à montrer la France sous un jour?
abominable, on a montré l'armée française sous un jour abominable, comment se fait-il que des films passent et repassent à la télévision qui font tous le procès à sens unique de l'Algérie à l'époque française et de l'armée, de notre armée pendant la guerre d'Algérie. Moi, voilà les questions que je pose. Si il y avait de si belles explications et s'il y avait tant de justifications à ce qui s'est passé à l'époque, pourquoi cache-t-on, continue-t-on de cacher ces drames et ces tragédies? Alors, appuyez sur le bouton et Paul-Marie Couteau, vous avez 7 minutes de retard, donc vous pouvez y aller franchement. Bon, alors, beaucoup de choses. D'abord, vous dites que le drame n'est pas reconnu. Il l'est et il fallait qu'il le soit, et il a été bien tard, c'est un fait. J'y ai minusculement contribué d'ailleurs, puisque j'avais beaucoup plaidé dans les années 90. J'étais au cabinet de Philippe Séguin pour qu'il aille voir sur les Invalides, sur l'esplanade des Invalides, des harkis qui campaient à proximité de l'Assemblée nationale. Il est allé les voir. Je l'ai presque tiré par la main. Il est allé les voir. Ça a été beaucoup trop long. J'avais signé des pétitions pour aller des harkis d'ailleurs. Je ne vous le reproche pas. Je pense bien. Ça a été beaucoup trop long d'ailleurs pour que la France, ne serait-ce que vis-à-vis des descendants, fasse ce qu'il était impératif de faire beaucoup plus vite. Et encore une fois, je ne nie pas qu'il y avait une sécheresse terrible chez Général de Gaulle, de ce point de vue-là, et chez les gens qui l'ont entouré aussi. Hein. Bon, il ne faut pas non plus faire une conception irrationnelle du devoir d'État et de la raison d'État. On l'a reconnu, il faut reconnaître aussi le drame des rapatriés qui est épouvantable, Je me mets à la place de quelqu'un qui vit, qui est né, qui a ses amis, ses propriétés, et, qui d'un seul coup est prié de traverser la mer. C'est effrayant. Bon, mais encore une fois, vous dites, la France avait les moyens de protéger et au fond de continuer la guerre ou pas, en tout cas de continuer à être présente de telle sorte qu'il ne se passe rien, voilà, et qu'il n'y ait pas de représailles. Mais les moyens de la France n'étaient quand même pas inépuisables. Ça coûtait extrêmement cher, tout ça. En plus, est-ce que vous voyez, tout le long des années 60, il fallait continuer à poser la question sans fin, qu'elle se serait reposée sans fin, car on ne pouvait pas faire fond sur le FLN devenu État algérien, État d'ailleurs qui n'a jamais été vraiment un État et qui n'est pas davantage aujourd'hui. L'Algérie est un pauvre pays, sans État. Vous ne voulez pas sans cesse immiscer la France dans cette fourmilière. C'était extraordinairement dangereux pour nous, modifier complètement notre politique en Méditerranée, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du tiers-monde, vis-à-vis des États-Unis qui nous attendaient au tournant. La France était mise en accusation à l'ONU sans fin. Les principaux partenaires de la France, comme d'habitude, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, jouaient contre la France. Il fallait enlever le pied de cette pétaudière, voilà. Et le drame est que pour autant, la France n'avait pas mal agi en Algérie. Et que la France a apporté beaucoup de choses à ce pays. Je crois que c'est incomparable ce qu'elle était il y a 70 ans et ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, enfin c'est ainsi. On pourrait d'ailleurs faire en sorte qu'on pourrait rêver, mais vous avez un côté rêveur quand même, un côté, bon c'est bien, c'est pas mal aussi, un côté un peu idéaliste. Il faudrait sauver tout le monde, il faudrait maintenir la présence française là où il y a de la pauvreté, du désordre, imposer des règles minimales de civilisation à la française. Mais ce n'est pas comme ça que tourne le monde, voilà tout. Et je ne voudrais pas non plus qu'on en profite trop pour salir la France, parce que si j'ai la position que j'ai, c'est parce que je souffre moi aussi qu'on ait attaqué la France pour ce qu'elle a fait au long des générations en Algérie, mais je ne veux pas qu'on l'attaque non plus parce qu'elle en est partie. Voilà, je pense que je voudrais la défendre, cette pauvre France, quel que soit ce qu'elle a fait. Voilà. Mais je suis sûr que vous me comprenez.
Pas tout à fait. Ah bon, vous ne comprenez pas. Il faut comprendre en effet qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de la France. Je reprocherais au général de Gaulle d'avoir mis fin. Il a choisi la pire des solutions. Il y avait d'autres solutions. C'est ce que je vous demande. On pouvait, vous m'avez demandé tout à l'heure, alors j'y viens, il y avait quelque chose, bien sûr, l'indépendance de l'Algérie était dans l'air du temps. Je ne dis pas que l'Algérie française n'était pas viable, pas du tout. Je pense que c'était la meilleure solution, mais il y avait le contexte international, il y avait toutes sortes de choses. Mais on pouvait parfaitement concevoir une indépendance avec des musulmans modérés, acquis à la France. On aurait pu très bien concevoir une indépendance dans laquelle la France aurait maintenu son influence. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous me présentez les choses comme s'il n'y avait que deux solutions, où on faisait la guerre pendant la guerre de 100 ans, ou alors on partait, et puis, ma foi, en cassant pas mal de vaisselle. Bon, je pense qu'il y avait d'autres solutions, je pense qu'il y avait des solutions qui, il est vrai, requéraient un certain temps, c'est-à-dire qu'il fallait aussi que les esprits s'apaisent. Bon, c'est la pire des solutions qui a été choisie. On s'en va, les pieds noirs, on les laisse tomber. Vous avez effectivement dit quelques mots qui semblent indiquer que vous êtes sensible. Effectivement, il faut se rendre compte de ce que ça signifie quand on vous dit, bon ben vous êtes là, moi j'étais là-bas depuis, je suis la 5e génération. Quand on vous dit, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père sont nés en Algérie, quand on vous dit maintenant c'est fini, il faut passer de l'autre côté, et puis que des gens viennent vous dire ben, l'intérêt est supérieur du pays, etc., c'est difficile à encaisser. Mais je ne suis pas convaincu que l'intérêt supérieur du pays consistait à tout abandonner, à partir le plus vite possible. C'est ça, ça a été ça la catastrophe. Parce qu'il y a quelque chose que je reproche au général. Il n'a pas compris un aspect de la guerre d'Algérie qui était que la guerre d'Algérie était une guerre contre le terrorisme. Et ça, il a vu ça tout à fait autrement. Lui, il voyait ça comme une nation en formation, j'imagine. Et là, bon, alors nous, on est les Français, eux, c'est les Arabes, et puis là-bas, c'est une nation. Nous, on est une autre nation. Mais tout ça, c'est un peu schématique, pour dire le moins. En réalité, nous avons remis, quand je dis nous, certainement, je n'ai aucune responsabilité là-dedans, mais les autorités de l'époque ont remis l'Algérie au FLN, clé en main. Il n'y avait pas que le FLN en Algérie, il y avait aussi les messalistes, il y avait des communistes, Dieu sait que je ne suis pas sur ces positions-là, mais il y avait d'autres tendances. Ces tendances, on les a complètement négligées. Le FLN, le 1er novembre 1954, avait publié un communiqué dans lequel il disait « Nous lutterons pour l'indépendance de l'Algérie par tous les moyens ». Donc il annonçait la couleur. Deuxièmement, il disait « Il faut ouvrir des négociations pour l'indépendance avec les représentants qualifiés du peuple algérien, c'est-à-dire avec eux ». Le FLN prétendait représenter exclusivement le peuple algérien, ce qui était monstrueux. D'autant plus monstrueux que ceux qui n'étaient des Algériens qui n'étaient pas d'accord avec lui, il les massacrait. Bon. Or, malgré tout cela, on remet à ces gens-là, qui sont des terroristes, on leur remet l'Algérie clé en main. Bon, il se trouve que le FLN était un mauvais serrurier, il n'a pas pu... Mais ça, c'est autre chose. On a fait ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas hasardé l'honneur, j'y reviens. Rappelez-vous, monsieur Couteau, de Munich, quelqu'un a dit à l'époque, oui, alors on a eu le déshonneur, mais on a sauvé la paix. Et puis il y a quelqu'un qui lui a répondu, ben vous avez eu et le déshonneur et la guerre. Eh bien, c'est la même chose avec les accords d'Évian. C'est une forme de Munich. C'est le Munich devant le terrorisme. On leur donne à ces gens-là, qui sont des terroristes, on leur donne tout ce qu'ils ont demandé et qu'ils ont finalement toujours exigé, le couteau à la main. On le leur donne. Que se passe-t-il ensuite?
Eh bien, il se passe que ceci a eu des conséquences auxquelles peut-être vous ne pensez pas, mais ça a eu comme conséquence de stimuler le terrorisme dans le monde entier. Parce qu'à partir de 1962, des gens qui étaient connus comme des terroristes, des gens qui avaient été constamment dénoncés comme tels, sont devenus tout d'un coup des hommes politiques, des dirigeants d'un pays important, des ambassadeurs, des ceci, des cela. Et tous les terroristes potentiels dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, se sont dit, ben pourquoi pas nous? Ceux-là qui couraient dans les montagnes ou qui étaient dans les prisons menacés de châtiment, mais pourquoi pas nous? Et c'est alors qu'on a vu se lever au Moyen-Orient de nouvelles générations de terroristes. Rappelez-vous, en 1970, Remontez un peu dans le temps. septembre noir, c'est à peine 7 ou 8 ans après la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, le terrorisme est un phénomène planétaire. Et je suis absolument persuadé que la manière dont la guerre d'Algérie s'est terminée, cette consécration que le général de Gaulle a donnée au FLN, a eu de l'importance. Ça a eu beaucoup d'importance pour nous. Alors, 8 minutes de retard. Pareil. vous élargissez quand même la question en faisant une affaire de lutte contre le terrorisme. Ça a une toujours été ça. une toute autre dimension. Le terrorisme dans la région, il n'a pas commencé dans les années 50. L'État d'Israël, tout le monde le sait, est consécutif à l'action terroriste des militants sionistes, dont certains chefs sont devenus premiers ministres, qui ont eu des ambassadeurs, etc. Le terrorisme, encore une fois, est bien plus ancien. Et alors, je veux bien croire que ça donne une responsabilité particulière, mais qui éradiquera jamais le terrorisme? Qui arrivera un jour à faire en sorte que des tueurs, des tueurs, et encore une fois, c'est Dieu comme le monde, soient un jour reconnus comme des responsables? On a beaucoup fait parallèle avec la résistance française. Et les terroristes, les soi-disant terroristes. Ça n'a rien à voir. Ne m'arrêtez pas, ne m'arrêtez pas. Ça n'a rien à voir. Le terrorisme, évidemment, en face d'un État, a des armes que l'État n'a pas. Il peut perpétuellement taper n'importe où, partout, etc. Et, le fait est qu'il vaut mieux ne pas lui donner C'est pas ce prise. que faisait la résistance française, vous l'admettrez. Quel faisait quoi? Elle tapait n'importe où, n'importe qui. Jusqu'à preuve du contraire, c'était des... Occupant, si, quand même. Mais justement, je suis d'accord. Donc ce n'est pas ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est justement taper n'importe qui. C'est installer la terreur à des fins politiques. Mais, Ah non. bah, si. Pas d'accord. Bon, ça, Non. vous savez, les années, les journées de septembre 92, elles ont abouti à la République, elles avaient une petite allure terroriste aussi. Je veux dire, le terrorisme, encore une fois, il ne se résume pas à cette affaire, à cette affaire algérienne et aux années 50. Vous avez l'air de penser que le terrorisme d'aujourd'hui est né de cette situation. Non, Il est très ancien, et spécialement dans la région. Non. Il y a une spécificité de ce terrorisme-là dans des pays se réclamant de ce type de violence pour stimuler des prétendues luttes de libération nationale. Mais j'y reviendrai. C'est vous qui avez eu du retard. J'y Appuyez sur le reviendrai. bouton et ça passe. Bon. Je crois que bon, mettons de côté la question du terrorisme, parce que je pense que ça nous engagerait très loin. Mais non, parce que là, en effet, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, vraiment, c'est sans fin. Je sais qu'il y avait un parti de la guerre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuation. Non, mais attendez, Excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'il faut... Oui. Je sais qu'il y avait un parti de la guerre. Il y a un parti de la guerre à outrance. Il y avait un parti de la guerre à Alger, à Oran, parmi les Français, dans les années 60. Bon, ben, ce parti de la guerre, qui voulait tout faire pour
prolonger la présence française, quel qu'en soit le coût, ce parti de la guerre n'était pas raisonnable. Et il pouvait, en effet, il y a eu du terrorisme du côté de l'OAS après, hein, vous savez, là, on n'a pas besoin d'attendre septembre noir, il y a eu du terrorisme sans fin, il y en a partout du terrorisme. Ce parti de la guerre voulait sans cesse que les hostilités continuent pour protéger sa terre, ce qu'il pensait être leur terre, mais ce n'était pas conforme aux intérêts de la France. Vous me dites, c'est pas chrétien. Et De Gaulle n'était pas... Et De Gaulle... Ben non, en tout cas, c'est ma conception. De Gaulle n'était pas chrétien, mais alors très peu de rois de France étaient chrétiens. C'est-à-dire, quand Philippe IV le Bel envoie les pauvres templiers au bûcher, c'était pas très chrétien non plus. Pourtant, c'était nécessaire. Je crois qu'il est toujours nécessaire d'ailleurs de faire brûler des banquiers de temps en temps. Non, mais bon, ça me fait peur, vous, avec votre nécessité. Parce que je veux brûler des banquiers. Je crois que réduire la dissidence occitane, c'était aussi une nécessité. La France s'est faite à coups d'épée, elle ne s'est pas faite à coups d'encensoir. Et les rois ont été les premiers à l'œuvre, et je leur rends grâce. Ils n'étaient pas pour autant non chrétiens, mais je crois qu'ils distinguaient... vous savez, en France, le roi, contrairement aux empereurs, n'est pas couronné par le pape. Le roi dort près du livre. Il dort près du livre, mais il ne se confond pas, il n'a pas de fonction sacerdotale, il ne se confond pas avec le service de Dieu. Ce n'est pas un soldat de Dieu, c'est un soldat de l'État et de la nation. Je crois que c'est là-dessus que porte notre différend en réalité. Vous avez une vision plus, oui, chrétienne, sentimentale, humanitaire. Bon, je comprends, mais je répète que rien n'est plus important que l'intérêt de l'État. Je sais que j'ai un peu de retard du point de vue des temps de parole, mais au fond, je n'ai à peu près rien d'autre à dire que cela. Et je sais que cette plaie sera sans cesse ouverte et qu'on accusera sans cesse la France parce qu'elle a abandonné les gens qui l'ont servi. Elle ne l'a pas fait dans cette circonstance d'ailleurs, et aucun État n'est blanc ni bleu. Ça, c'est sûr. Mais je vous en prie, essayons de prendre un peu de recul. Vous dites notamment d'ailleurs que les intérêts français ont été bradés. Non, les coopérants sont restés, les intérêts économiques français, notamment pétroliers, ont été maintenus. C'était pas facile parce que les Américains étaient derrière et entendaient, les Américains ou les Russes, mais surtout les Américains, entendaient faucher l'héritage, parce qu'il y a un héritage. Je considère qu'il a été maintenu. Et encore une fois, je pense qu'il faut s'interdire d'empêcher à la France d'avoir été en Algérie et de l'accabler parce qu'elle en est partie. Voilà. Il fallait à un moment ou à un autre mener une politique conforme à ses intérêts. C'est tout. Je crois que vraiment je ne répéterai que cela et je crois que ça nous distingue. Le fait est que ça nous distingue ou ça nous oppose, je n'ai rien d'autre à dire. Ça n'empêche, il n'empêche que cela fait des drames et que ces drames, il faut les reconnaître comme étant des drames. Il y a des plaies et que ces plaies, il faut les penser. Et je crois qu'on a un peu trop tardé à le faire, mais elles sont faites maintenant. Enfin, ça se fait maintenant, ça peut se faire davantage. Nous sommes 50 ans plus tard, et je pense qu'on a assez de recul pour les uns et les autres désarmer nos passions, quand même, non? Alors, il s'agit pas... Alors, le bouton, et vous aurez 4 minutes pour conclure, monsieur Malleret. Ah, je conclus. En 4 minutes. D'accord. Écoutez, non, vous aurez encore 4 minutes ou 5 pour conclure aussi. J'ai entendu des choses, cher monsieur, avec lesquelles évidemment je ne peux pas être d'accord du tout, parce que d'abord il ne s'agit pas de la France. Vous avez tendance à parler, vous autres les gaullistes, comme si vous étiez les propriétaires de la France, je m'en excuse. Il ne s'agit pas de la France, il s'agit de la politique du général de Gaulle. Et on peut parfaitement, j'ai essayé de le suggérer, on pouvait parfaitement en concevoir une autre, et on pouvait, à mon avis, parfaitement en concevoir une qui soit moins coûteuse, rien n'obligeait de partir. Alors que, je le rappelle, l'armée française avait remporté une victoire militaire complète sur le FLN, rien ne nous obligeait à partir dans cette situation de véritable débandade. Bon, alors il est question d'accuser la France, moi je défends la France, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je redis que le général de Gaulle a complètement négligé, il ne comprenait pas, d'après moi, la dimension guerre contre le terrorisme que revêtait la guerre d'Algérie. Alors il ne s'agissait pas évidemment d'en faire une guerre pendant 100 ans, l'armée française était victorieuse sur le terrain, donc le terrorisme du FLN avait été
brisée. Or, que se passe-t-il? Ceci est unique dans l'histoire, une organisation révolutionnaire qui a perdu militairement se voit accorder tous ces objectifs de guerre, toutes ces revendications politiques, alors qu'elle a perdu militairement. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, ou presque. Voilà que vous me dites maintenant, vous parlez du terrorisme avec beaucoup de légèreté, vous comparez la résistance française, ça n'a rien de comparable. Le terrorisme, ça consiste à s'en prendre aux civils. Nous avons vu des exemples multiples, non seulement à New York ces dernières années, mais à Madrid, ici même en France. Ça consiste non pas à essayer de détruire les forces armées de l'adversaire, ça consiste à s'en prendre à des gens qui n'ont qu'une responsabilité, ni civile, ni militaire, ni administrative, et à en tuer le plus possible. C'est ça la politique de Ben Laden. Or, le FLN utilisait ces méthodes-là. Il fichait des bombes dans les cafés, dans les écoles. Il ne s'agissait pas de... tuant aussi bien d'ailleurs des Européens que des musulmans. On dit toujours, bien sûr, ça... Comme aujourd'hui. Voilà. Alors, la résistance française, ce n'est pas ça. La résistance en France pendant l'occupation, à ma connaissance, on ne posait pas de bombes dans le métro de Berlin, on ne cherchait pas à tuer le maximum de civils allemands, on s'en prenait à l'occupant. En tout cas, c'est comme ça que j'ai entendu parler de la résistance française. Donc ça n'a rien à voir, ça n'est pas la même chose. Combattre une armée, combattre les collaborateurs éventuellement d'une armée, c'est de la résistance. S'en prendre aux civils, et de préférence à des civils qui n'ont, comme j'essaie de le montrer dans mon livre, de préférence à des civils qui n'ont qu'une responsabilité, des enfants, des femmes, des retraités. Combien il y a eu d'attentats en Algérie contre des boulomanes, des gens qui se réunissaient le soir après 6 heures à la fraîche pour jouer au boule. Une multitude. Une minute. Je dis par conséquent qu'il y avait d'autres manières de traiter ce problème, il y avait d'autres solutions. Je n'accuse absolument pas la France, mais par contre, je le redis, la politique générale de Gaulle, à mon avis, était dangereuse et elle a été, ma foi, elle s'est soldée par de très nombreuses victimes que l'on pouvait certainement éviter. Alors, 3 choses pour conclure, puisque j'ai un peu de retard. Vous dites obstinément à la politique du général de Gaulle, comme s'il était seul à vouloir la mener. Je vous signale qu'il est arrivé au pouvoir dans les constitutions que vous savez, qui ont été sanctionnées par le peuple français, par l'approbation de la Constitution, puis ensuite par l'approbation des accords d'Évian. Il y a eu assez de référendums. Le référendum, je l'aime. C'est un instrument que j'apprécie et dont je respecte le résultat. Bon. Alors, la politique du général de Gaulle était la politique de la France, ou alors il n'y a plus d'État. C'est différencie des européanistes. Et n'est-ce pas tant mieux. Je m'en félicite, et je suis cohérent. Et je dois dire que c'était aussi la politique de la France, indépendamment de la politique des Français, parce que je crois que traditionnellement, je répète, pour la France, un monde en ordre est un monde qui respecte la diversité des civilisations. Les rois de France n'ont pas été très colonialistes, finalement. Le colonialisme est plutôt le fait de pays plus au nord, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui n'ont pas la même conception d'un monde en ordre, ils sont beaucoup plus interventionnistes. Je crois que la France est le modèle de la nation et qu'elle veut bien rayonner, mais elle n'entend pas, comme toute nation, dominer le monde. Bon. Alors, c'était tout à fait conforme, je crois, à la politique traditionnelle de la France. D'ailleurs, le comte de Paris l'en a approuvé, puisqu'il était représentant de cette tradition-là. Il était là une voix parmi d'autres. Beaucoup de royalistes, Pierre Boutan, etc., ont bien compris que c'était un peu dans le train général, enfin dans le film général, dans la tradition générale de la politique de la France, que ne pas perpétuellement occuper par les armes une terre qui était disputée par des autochtones. Bien. Alors, pas tous. Disputée par des autochtones. Ensuite, vous mettez l'accent beaucoup sur le terrorisme. Je n'ai pas comparé vous savez très bien que ce serait une puérilité de ma part. Je n'ai pas comparé les terrorismes, enfin tout au moins les actes de résistance français avec le terrorisme
qui s'attaquaient en effet aux passants ou aux consommateurs sur la terrasse des cafés. Je dis que dans le terrorisme, on a mis beaucoup de choses. Donc, le problème devient beaucoup plus difficile à démêler. Le terrorisme peut être poursuivi partout, en tout lieu, sans fin. Les Américains aujourd'hui, les États-Unis font l'expérience d'une guerre au terrorisme qui n'en finit pas, qui n'arrive pas à trouver de terme, qui est d'ailleurs quelquefois prétexte à des actes que aussi la morale réprouve. Je ne m'engagerai pas dans la problématique du terrorisme au sujet de la guerre d'Algérie. Parce que je crois que ça brûle beaucoup les lignes. Il est vrai simplement qu'il y a une opposition sur deux conceptions, sur deux points. Premier point où nous divergeons, est-ce que la raison d'État est plus forte que tout en politique? Je dis non, vous dites oui, il y a, comme Antigone, des lois supérieures. Bien, nous divergeons là-dessus. Deuxième opposition, vous nous avez dit l'Algérie française, il est faux de penser que l'Algérie française n'était pas viable. Vous considérez qu'elle était viable. Bah, moi, je ne vois pas très bien comment on aurait pu faire. Parce que vous dites très gentiment en passant qu'à partir de après la libération, tout habitant de l'Algérie était citoyen français. Si l'Algérie était viable, tout habitant d'Algérie aujourd'hui est citoyen français. Comme dit l'autre, je demande à réfléchir. Et je crois vraiment que les conséquences eussent été incalculables et très très lourdes. D'ailleurs, je pense que la guerre n'aurait pas cessé, je pense que le terrorisme n'aurait pas cessé, je pense que 50 ans plus tard, on serait encore empêtré dans ces affaires-là. Je sais qu'il fallait trancher et que trancher est dur. Le général de Gaulle l'a fait à sa manière, qui est une manière militaire. Il l'a fait avec l'approbation de la France et je voudrais bien que la France cesse d'être accusée aussi en cette circonstance comme elle est en tant d'autres. Voilà. Je peux en dire un mot ou c'est fini? Il reste une minute de Paul-Marie Couteau qu'il peut vous offrir éventuellement. Je vous offre ma minute. Il faut que c'est j'appuie sur gentil ce bouton. Comme ça, vous aurez le dernier mot. Ouf, c'est pas ça. Mais une minute, hein, vraiment. vous dites que le général de Gaulle a tranché comme un militaire. Moi, je dis qu'il a tranché comme un boucher. Messieurs, merci beaucoup. Bon.